Salut Guillaume. Salut. Écoute, merci de m'accueillir chez OMD. C'est la première fois que je visite vos locaux. Je suis très heureux de les découvrir et puis de te recevoir sur ce podcast, d'autant plus que tu m'as confié être un auditeur. Donc c'est une fierté d'avoir des personnes aussi intéressantes parmi mon audience. Et écoute, je te propose de commencer par te présenter en quelques mots. Déjà, bienvenue chez OMD. Merci. Et félicitations pour ton podcast, évidemment. Effectivement, je suis régulièrement ce que tu peux produire et je suis ravi de pouvoir y participer. Alors moi, je suis Guillaume Nemagé, je suis directeur des opérations digitales chez OMD. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'accompagne l'ensemble des traders, des experts qui achètent sur des plateformes automatisées. Donc ça va être le programmatique, ça va être le search et ça va être les plateformes sociales. Donc en gros, mon rôle, c'est de manager et d'accompagner les équipes pour s'assurer de l'excellence opérationnelle de l'achat qui sont effectués sur ces plateformes. Voilà, donc ça veut dire proposer les meilleurs dispositifs, les optimiser le mieux possible et évidemment proposer un maximum d'innovation possible au service de nos clients. On va revenir de toute façon sur cette question d'excellence et justement comment est-ce que tu arrives à le maintenir, à le sauvegarder dans un univers qui est de plus en plus automatisé. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie initialement, toi, de travailler dans la pub ? Alors c'est marrant, vu que j'écoute podcast, tout le monde répond la même chose. Par hasard. Par hasard. Et en fait, je me suis rendu compte assez récemment que c'était pas tant un hasard que ça, en refaisant un peu mon parcours. Donc moi, j'ai fait une école de commerce et c'était pas tant la pub qui m'intéressait, c'était le digital au départ. Comme en fait beaucoup de monde, moi j'ai commencé il y a 8 ans, donc une dizaine d'années en stage, etc. Et le grand mot c'était le digital, c'était encore un peu confus, et donc c'était le digital qui m'intéressait. Et ça m'a amené à être dans des agences web, ça m'a amené à travailler dans des agences créa, et ça m'a également amené sur la constitution d'un réseau social américain qui se spécialisait dans la politique. Donc voilà, en gros, il y a des manias américains qui voyaient le business arriver, qui comprenaient pas grand-chose que voulait dire Facebook. Et donc, j'ai travaillé là-dessus, sur ce projet. Je suis parti en Angleterre, puis en Inde pour le développement de ce site. Et en fait, le site n'a pas du tout fonctionné, mais l'élément bloquant, ça a été en fait la monétisation de ce site-là. Et quand je suis revenu en France, il y avait un aspect que je connaissais pas, c'était les agences médias, et en fait c'était étroitement lié à mon activité précédente, mais je m'en étais pas rendu compte à l'époque. Et en fait, quand je retrace, je me rends compte que c'est très cohérent. Et aujourd'hui, mon poste donc de directeur des opérations digitales, il correspond totalement à mon aspiration de l'époque, qui était comprendre tout ce qui se passait sur le digital, quelles étaient les possibilités. Et aujourd'hui, je pense que ça se passe en grande partie dans l'écosystème média. Et alors du coup, là, aujourd'hui, ton équipe, ton objectif principal, c'est d'avoir les meilleurs KPI en réalité pour le meilleur prix possible. Non, tu n'as pas l'air d'accord avec cette assertion ? Alors, disons que les meilleures performances possibles, ouais, c'est la base. Ouais. Aujourd'hui, oui, mon travail et notre travail, nous les traders, c'est d'amener des performances qui sont meilleures que le benchmark pour nos clients. Mais pas que. Il y a aussi une compréhension. Enfin, en fait, nos métiers sont tellement techniques. Il y a tellement de possibilités que c'est aussi de pouvoir accompagner les clients et de leur expliquer comment on atteint la performance. Avoir de la performance sur des plateformes automatisées, c'est simple. Avoir de la performance intelligente, qualitative, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est là que le métier devient intéressant. Ouais, justement, tu vois, on critique peut-être parfois les médias traders dans le sens où ils sont, on les suppose parfois KPI drivés, tu vois, comme si tous leurs objectifs et toutes les primes qui peuvent aller avec, etc., sont liés à des KPI, et du coup, qui les déconnectent complètement de l'environnement de diffusion, du réel, et tu vois, tu peux facilement avoir des biais et avoir l'impression que tu fais une super campagne avec de super perfs parce que tu as de bons KPI. Je prends souvent cet exemple du CTR où il suffit que la pub, par exemple sur du display, que ta pub elle soit près d'un bouton cliquable et que tu miscliques dessus, tu as un super CTR. Si tu regardes que tes KPI, tu dis « Waouh, ça cartonne, en plus j'achète pas ça cher, etc. » Alors qu'en réalité, si tu regardes le site, tu comprends tout de suite que c'est un problème d'XP user. Comment est-ce que tu arrives à justement garder cette vision terrain, donc d'utiliser la puissance de la programmatique, de la technologie, etc., et des grosses masses de données, et en même temps de garder cette gestion un petit peu humaine qui garantit la performance réelle? Déjà, la méfiance, je la comprends, parce qu'on va pas se cacher, à une époque, le programmatique, c'était opaque, c'était pas très transparent.
Et oui, je pense que certaines entreprises en ont profité pour vendre du clic pas cher sans donner un peu plus de contexte. Après, c'est des cultures d'entreprise et c'est super important de remettre en fait les acteurs qui achètent et la manière dont ils le font dans la réflexion. Chez OMD, le programmatique, par exemple, il a été intégré dès le départ de manière très transparente. Il y a une culture chez OMD de transparence, d'accompagnement. Ça se voit dans la déclinaison des coûts et dans la proximité que peuvent avoir les traders avec les clients. Et du coup, pour revenir plus précisément sur ta question, on est terre à terre parce qu'on connaît les besoins de nos clients et on a toujours été sur un cadre de diffusion qui était partagé. On a accueilli les acteurs de mesure très rapidement. On a orienté nos clients là-dessus. Nous, notre objectif, c'est pas de vendre bêtement du CPC pas cher. On est prêt à dire à nos clients, alors c'est difficile pour des traders qui sont un peu juniors, mais oui, ton clic est plus cher. Par contre, je sais que ta visite est moins chère. Tout de suite, nous, c'est un argument qui est beaucoup plus fort. Donc, c'est cette proximité que peuvent avoir les grandes agences médias avec les clients qui leur permet de créer une relation de confiance et de ne pas se concentrer sur des KPI basiques, tout simplement. Et du coup, c'est quoi un peu le rôle du média trader aujourd'hui? Parce qu'en réalité, tu vois, tu vas sur ta plateforme d'achat, etc. Je suppose que tu peux mettre tu peux configurer des filtres, des options d'achat, des CPM floor, etc. Et quelque part automatiser toute une partie. Qu'est-ce qui reste encore du domaine de l'expertise? En fait, nous, toute l'activation programmatique et la relation client qui en découle va impliquer en tout cas le trader programmatique. Donc la constitution du plan média, le choix du DSP, le choix du cadre de diffusion, le choix des partenaires de mesure, le choix des partenaires de data, et ça c'est totalement transparent auprès de nos clients. Donc déjà, tu vois, il y a une implication dans la qualité de ce qui est délivré qui est déjà présent avant même qu'on ait lancé la campagne. Et derrière, ça se traduit sur justement une capacité à comprendre exactement quel est l'enjeu du client et à pas juste vendre une performance. Donc aujourd'hui, le trader, son métier il a évolué parce que il est à la fois audience planner, média planner, il est à la fois accompagnateur de nos clients sur les nouveaux acteurs. Et il est trader, c'est-à-dire qu'il trade sur les plateformes et il continue à avoir cette spécialité et cette expertise. Donc ça fait des journées très chargées, mais ça donne aussi beaucoup de sens à nos métiers. Et je dirais que une des raisons pour lesquelles un trader arrive à faire tout ça, c'est quand même aujourd'hui il y a une automatisation qui existe, qui n'était pas présente avant, et qui nous permet d'avoir ces métiers multifacettes. Et justement, tu vois, cette automatisation, elle vient de l'arrivée de la programmatique. Aujourd'hui, on peut acheter tout, n'importe où, presque immédiatement. Et en même temps, on voit qu'il y a beaucoup de deal ID qui est peut-être l'équivalent d'une forme de gré à gré. Je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais plus ou moins 70%. Donc en réalité, assez peu d'open RTB. Qu'est-ce que a réellement apporté la programmatique dans les faits? Alors, est-ce qu'on refait pas la même chose avec simplement une technologie différente? Alors, déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est que techniquement, tout ce qui est disponible en gré à gré, c'est possible en programmatique. Après, il y a des choix de certains éditeurs, parce que ils commercialisent mieux leur offre en gré à gré, par exemple, parce que ils ont des exclusivités, parce qu'ils veulent garder la main sur l'optimisation. Mais techniquement, tout est possible. Ce qu'a apporté le programmatique, effectivement, c'est l'automatisation, c'est la flexibilité, et ça répond quand même à des besoins de flexibilité des annonceurs qui sont énormes. Si on part juste de ce qu'on achète, effectivement, ça ne change rien. Par contre, sur la capacité de transparence et d'adaptabilité, c'est absolument énorme. Aujourd'hui, on a des clients, notamment depuis le Covid, qui veulent pouvoir changer leur créa, arrêter un acteur, couper la campagne d'un instant à un autre. Et je pense qu'avec la crise qui arrive, chaque euro compte et ça va s'intensifier. Mine de rien, sur du gré à gré, on signe un OI à un certain montant, disons 10 000 euros. Si la campagne est une catastrophe et ne fonctionne pas, il y a un engagement. On s'est engagé sur un volume d'impression généralement, mais on s'est pas engagé sur une performance. Donc on a moins la capacité de se retirer.
Sur le programmatique, un acteur ne fonctionne pas, je l'arrête, je le remplace, après avoir essayé de l'optimiser. Donc ça, déjà, cette flexibilité, elle est absolument fondamentale et énorme. Et ensuite, moi, ce qui me semble important, c'est de dire, et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la connaissance des enjeux clients de la part des traders. Donc, au OMD, on est en direct avec nos clients, on comprend leurs enjeux et on amène, je vais revenir sur ce mot, mais un niveau de transparence qui est total. Donc, il y a cette confusion en se disant mais le programmatique, c'est black box, on sait pas ce qu'il y a dedans, etc. Mais si tu réfléchis bien, absolument pas. Moi, j'ai plus de transparence en faisant de l'achat, en faisant de l'achat programmatique que en signant un OI. Donc, en fait, le programmatique, c'est aussi la capacité à l'agence de récupérer les optimisations qui étaient faites directement par les éditeurs. Et je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il y a évidemment une collaboration, mais étant donné qu'on a cette proximité avec le client, on est en capacité, selon moi, de mieux optimiser qu'en gré à gré. Ouais, t'as une agilité qui est totale, quoi. Mais ouais. Et tu disais aussi tout à l'heure que dans le rôle du média trader, il y avait le choix du DSP, et on a souvent entendu une hégémonie presque totale de DV360 chez les trading desks et les agences médias de façon générale, qui pouvaient dépasser les 95%. Est-ce que c'est toujours une réalité aujourd'hui, et dans quel contexte est-ce que tu pourrais préférer un autre DSP? Alors déjà, j'ai les chiffres en tête qui sont sortis quand tu évoques le 95%. Les chiffres sont biaisés parce qu'ils prenaient pas en compte tous les DSP. Hégémonique peut-être sur le marché. Chez OMD, c'est pas du tout le cas. C'est majoritaire, mais c'est pas le cas. Tu vois, je dirais que on a effectivement un petit peu plus de la moitié, entre 50 et 70% qui sont sur cet acteur. Par contre, pas cette hégémonie, mais cette domination, elle s'explique totalement. Nous, on accompagne beaucoup de nos annonceurs sur la vidéo. Il y a un acteur qui s'appelle YouTube, qui est assez important, qui est un peu la base de la majorité de nos plans, à juste titre parce que c'est une plateforme qui est formidable, qui a un reach extraordinaire. C'est actuellement uniquement activable via DV360. On a une data Google qui est extrêmement puissante, la data du search. J'aime bien revenir de plus en plus, je sais pas si tu te rappelles, au début, à une époque, on parlait de YouTube, ou la data Google, c'est ce qu'on cherche, Meta, c'est ce qu'on like, etc. Et moi, je challenge de plus en plus justement les acteurs avec qui je travaille sur redéfinir simplement la valeur de leurs données sur ce que ça représente exactement. Mais donc voilà, tu as la data du search, évidemment, c'est DV360. Il y a une facilité il y a une plateforme qui est très facile à utiliser, ça il faut le reconnaître. C'est pas un avantage pour nos clients, mais quand on a besoin de dynamisme et de lancer très rapidement, DV360 est connecté à un ad server qui est Campaign Manager, qui est l'outil majoritairement utilisé par nos clients. DV360 est directement connecté avec Google Analytics. Donc évidemment, il y a ce côté full stack et nous, on s'adapte aux outils de nos clients. Et ensuite, il y a un certain nombre de fonctionnalités sans surcoût qui sont présents dans DV360. Donc tu vas avoir des outils de visibilité, tu vas pouvoir faire du contextuel, tu vas pouvoir faire plein de choses sans surcoût. Ceci étant dit, évidemment que c'est un acteur qu'il faut challenger. Évidemment que c'est un acteur qui est challengé en ce moment avec toutes les nouvelles innovations et évolutions marché qu'il peut y avoir. Si on parle des nouveaux leviers qui explosent en ce moment, l'audio, d'autres DSP se positionnent pour le moment mieux que DV360 avec des connexions qui sont bien plus efficaces. Si on prend la télé, la télé segmentée notamment, il y a des acteurs qui se positionnent beaucoup mieux que DV360. Si on parle de la catch-up TV, Sigma, qui est la possibilité d'accéder à la data des broadcasters en programmatique, c'est d'autres DSP qui ont l'exclusivité. De la même manière, on parle de la qualité de la data Google, on peut aussi parler de la qualité de la data Amazon. C'est disponible sur Amazon DSP. Et c'est un acteur qui va devenir de plus en plus puissant. Donc là, on parle uniquement des innovations. Après, il y a aussi si on part sur le cookieless, tu as aussi un enjeu qui est majeur, c'est Privacy Sandbox, Topics, qui sont les solutions de Google pour remplacer le cookie tiers.
est-ce qu'ils vont être aussi efficaces que des initiatives qu'ont d'autres DSP ou d'autres acteurs sur notre capacité à cibler de façon aussi granulaire et efficace qu'avant. Donc, un acteur pas hégémonique selon moi, un acteur dominant, ça s'explique. Mais les prochaines années vont être très intéressantes et on va voir comment ça va évoluer. Et c'est là où on comprend vraiment toute l'expertise du média trader et cette connaissance fine du marché qui lui permet pour un support donné de trouver la meilleure voie d'accès, la meilleure voie d'achat et la plus performante tant en termes de performance que de prix. Et t'as parlé de l'aspect full stack de la solution Google, notamment citant Google Analytics. Or, Google Analytics est a priori devenu non conforme au RGPD depuis... l'été dernier, à mon avis, c'est la CNIL qui l'a annoncé. Est-ce que tu penses que tout ça, justement, le RGPD est en train de redessiner complètement ses rapports de force et la façon dont tu as d'exercer ton métier de média trader? Alors, bon, déjà contextualisons que c'est quand même des enjeux qui sont locaux, donc d'abord français, de plus en plus européens. Évidemment, c'est un impact qui est important. Tu vois, si on voit les volumes de visites qui sont générés depuis la mise à jour des CMP en avril 2021, désormais, oui, il y a un impact énorme sur la donnée qu'on peut collecter et notre capacité d'optimisation. Ensuite, ça apporte aussi une réflexion nécessaire et un accompagnement, vraiment un conseil de notre part auprès de nos clients. Au-delà des plateformes DSP, c'est sur l'ad serving, sur le site centric. Ça, c'est évidemment crucial. Et après, ça va avoir un impact aussi sur tout simplement nos capacités d'activation. Quand Google annonce retirer les cookies tiers pour 2022, puis 2023, puis 2024, c'est pour justement anticiper ces évolutions et pour respecter justement la privacy des utilisateurs. Donc, ça a un impact énorme sur notre capacité à conseiller, notre capacité à mesurer et notre capacité à activer à moyen terme. C'est sûr. Tous les enjeux de cookieless sont indirectement liés à cela. Bah oui, de toute façon, le cookieless, d'autant plus que ça pose même la question de l'avenir de la programmatique en elle-même. Parce que l'un des principaux avantages du digital, c'était quand même cet hyper ciblage, ce capping, etc. Autant de données qui ne seront peut-être plus exploitables demain et qui seront remplacés par peut-être une forme de retour en arrière, des panels, des études, etc. Tu vois, et donc une façon de gérer en fait qui est complètement différente, quoi. Ouais, alors d'un point de vue purement technique, le grand argument du programmatique pendant des années, c'est on va capper. Ouais. Tu vois, on va maximiser le reach, on va mettre un capping de 3 et on va mieux mesurer. Ça, c'est un argument fondamental, mais il faut quand même se dire que la puissance du programmatique est aussi ailleurs. Elle est aussi sur du dynamisme, de la transparence, le process, la capacité à optimiser. Aujourd'hui, un client m'envoie une créa, je peux lancer la campagne en moins de 24 heures. C'est beaucoup plus compliqué sur du gré à gré. Donc, moi, je ne crois absolument pas à la fin du programmatique. Il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis, qui a une petite longueur d'avance, pour voir que cette automatisation, en fait, elle est ancrée et c'est l'avenir. Voilà. Au-delà même des fonctionnalités que ça va pouvoir apporter. Et ensuite, si je regarde bien les acteurs qui poussent l'innovation pour compenser justement le cookie tiers, etc., c'est des acteurs programmatiques. UID de TTD, TTD c'est un DSP. Et mine de rien, la réflexion d'audience est très liée au programmatique. Voilà, on passe d'un media planning à un audience planning. Je ne pense pas qu'on va arrêter l'audience planning. On va le réinventer plutôt. Voilà. Oui, c'est clair que ça paraît très bizarre d'appliquer les préceptes de la TV linéaire où tu devais réserver ton spot publicitaire limite 2 mois à l'avance pour pouvoir le diffuser. C'est vrai, c'est tellement peu agile dans le contexte qu'on vit aujourd'hui que ça paraît assez fou de revenir à ça. Et ouais, j'ai 2 petites questions. La première, est-ce que vous êtes challengé sur le RSE? Est-ce que tes médias traders, ils ont aussi des KPI là-dessus? Alors, c'est évidemment un enjeu qui est très important et on a des initiatives au niveau monde et niveau local chez OMD. Aujourd'hui, c'est assez complexe parce que toute la question est de savoir déjà d'aller dans le bon sens. De ne pas s'éparpiller parce que évidemment toutes les régies publicitaires proposent des offres de la compensation, de la mesure mais qui t'apportent pas vraiment. Le RSE, faut le penser de façon globale et mine de rien il n'y a pas que le digital,
faut penser l'impact de la créa aussi, Bien sûr. tu vois. Donc aujourd'hui, si je prends ma cellule au niveau digital et ce qu'on fait de point de vue individuel pour rester dans un contexte un peu technique, ce qu'on se rend compte, et on a été agréablement surpris, c'est que, notamment sur l'impact carbone, bien trader une campagne, c'est la base en fait, et c'est ce qui te permet le mieux de diminuer ton empreinte. Je te donne un exemple, la visibilité, ça a été un enjeu qui a toujours été là chez OMD. Limiter le nombre d'intermédiaires, nous on fait presque pas d'open auction. On a toujours travaillé la curation, donc on est connecté directement via des SSP ou directement chez les éditeurs. Donc à partir de là, en fait, on a déjà fait 50% du chemin sur la meilleure manière de gérer ces questions-là. Après, il y a plein de nouvelles initiatives qui sont hyper intéressantes. Le temps de chargement du player, le streaming à l'intérieur des players. Voilà, c'est des questions qu'on intègre au fur et à mesure. Mais voilà, ce qui va être fondamental, c'est une mesure beaucoup plus globale et qui ne se limite pas à certains leviers, quoi. Oui, complètement. Et ce qui est vachement intéressant, je trouve, là-dedans, c'est que en réalité, la performance, si tu regardes les choses de façon pragmatique, la performance va avec une approche plus responsable d'un point de vue écologique. Tu vois, par exemple, ne pas acheter ou diffuser de publicité non visible. Ben, ça répond aux deux objectifs. De la même façon, tu parlais des players vidéo. Moi, ça me parle pas mal puisqu'on en a un. Et ben, plus il va charger vite, plus il va démarrer vite, plus je vais être bon dans mes KPI en termes de viewability, de VTR. Et donc, ça répond à un double objectif, à la fois en termes d'économie des ressources, parce que je vais rendre mon player plus léger et donc il va être moins consommateur de ressources et donc de rejet de gaz à effet de serre. Et dans le même temps, et ben, ça me permet d'être plus performant pour mes annonceurs. Donc les deux se lient et souvent on a opposé l'un à l'autre, tu vois, comme si le fait de faire du RSE, ça coûtait plus cher. Alors qu'en réalité, non, ça coûte moins cher. D'ailleurs, j'avais reçu sur ce podcast Guillaume Grimbert qui a lancé Greenbeat. Que je connais bien. Ouais, et tu vois, qui optimise un petit peu toute la chaîne. Et ce qu'il dit, c'est que concrètement, ça coûte pas plus cher, ça coûte même moins cher, en fait, d'optimiser la chaîne d'achat pour éviter d'avoir 96% de déperdition. Oui, et puis j'avais écouté le podcast avec Guillaume, avec qui on a travaillé à une époque ensemble et avec qui on collabore aujourd'hui sur avec Greenbeats. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tous les leviers dont il parle d'optimisation, c'est des leviers qu'on connaît déjà et qu'on exploitait déjà. On n'a pas attendu le RSE, tu vois, pour donc hyper marrant. On a juste mis une étiquette marketing dessus, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on faisait déjà d'un point de vue pragmatique. Exactement. Donc moi, j'étais super satisfait de dire bon, allez, je vais un peu sonder mes campagnes, voir est-ce que je travaille bien cela. Et en fait, à partir du moment où tu amènes de la transparence auprès de tes clients déjà, bah ouais, tu fais pas de l'open auction n'importe comment. Bah oui, tu diffuses pas sur des inventaires qui sont pas visibles, etc. Donc voilà. Et puis tu citais la compensation, je suis d'accord avec toi, la compensation c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment le truc qui arrive en bout du bout. La base c'est d'abord d'optimiser la créa, d'optimiser tes chaînes d'achat, etc. Et puis ton player, enfin tous les autres paramètres. Et en fait le RSE il se calcule pas sur la façon dont tu le montres aux autres, mais sur en fait il est présent à chaque action, à chaque maillon de la chaîne, tu vois, du début à la fin en réalité. Bah en fait aujourd'hui il y a un besoin de cohérence sur ce sujet. Ça peut pas le greenwashing est immédiat hein, si tu prends chaque possibilité de façon isolée et que t'es pas cohérent sur le reste. Sur en fait, c'est compliqué. Hein. Et étant donné que tes médias traders, ils achètent sur plein de supports, plein de formats différents. Qu'est-ce que tu vois émerger un petit peu comme grosse tendance, tu vois? Bon, je sais qu'il y a toujours le display, la vidéo, bon, ça c'est classique, ça fait des années que c'est comme ça. Mais est-ce que tu vois de nouvelles choses, de nouvelles tendances, de nouveaux formats, de nouveaux supports qui émergent? Je sais pas, justement, t'as parlé de l'audio, du DOH, de la TV connectée. Qu'est-ce qui t'enthousiasme un petit peu là-dedans? Eh ben tout, en fait. Tu vois, c'est aujourd'hui et c'est ce qui fait la force du programmatique, c'est que en fait. Pardon, je vais revenir sur le fait qu'on soit des agences médias chez OMD. Mine de rien, c'est super important. Et quand le digital est arrivé, mine de rien, t'avais cette connaissance de la presse et cette presse a été disponible en digital. J'avais fait une formation sur la presse qui m'avait vachement intéressé. En fait, dans la mentalité des gens qui font de la presse, quand ça a été disponible sur Internet, mais pour eux, ça restait de la presse. Pourquoi ? Parce que les journalistes avaient déjà écrit leur article pour la version papier. Et de la même manière pour la télé, tu vois, aujourd'hui, il y a une expertise chez OMD qui est notamment très présente sur les gens qui achètent la télé, même sur de la catch-up, sur le reste du digital. Et ce qui est hyper intéressant pour un trader aujourd'hui, c'est qu'il accède au fur et à mesure du temps qui passe
à l'ensemble des médias traditionnels. Donc on a déjà eu la presse, on a eu la télé, on a la radio, on a la télé encore plus parce que c'est même pas un aspect de la télé, là c'est toute la télé qu'on va pouvoir acheter. Et énormément d'autres choses. Donc moi, pour être un petit peu plus précis, ce que j'adore là-dedans, c'est la collaboration que je peux avoir avec les médias traditionnels dans leur transition sur le digital. Donc l'audio, c'est se poser les bonnes questions avec des experts de la radio qui connaissent les chaînes, qui connaissent la consommation beaucoup mieux que moi, et de voir comment on va chercher via les possibilités du digital, comment on va compenser les pertes qu'on peut avoir sur les médias traditionnels. Et donc ça, c'est une émulation au sein des agences qui est super forte. Voilà, et je suis très heureux, moi, à titre personnel, d'être dans une agence multi-levier qui accompagne des clients sur tous les leviers, parce que ça nous amène sur des problématiques extrêmement complexes. Donc sur l'audio, c'est fascinant de pouvoir amener un maximum de bon sens sur la consommation de l'audio aujourd'hui, savoir combien représente le podcast, savoir combien représente le streaming payant, le streaming gratuit, savoir combien représente YouTube par exemple, mais en consommation audio. Voilà, tout ce genre de choses qui vont nous aider à couvrir un maximum de personnes et à accompagner la transition des médias traditionnels vers le digital. Pour ce qui est de la télé, là c'est incroyable. L'arrivée de Netflix, on attend Disney. La catch-up TV qui reste toujours importante, la TV segmentée. Pour un trader, il y a des terrains de jeu et c'est là toute la difficulté. Pour être honnête, dans l'équipe, il y a des gens qui se spécialisent aussi parce que c'est de nombreux sujets qui sont complexes. Mais là, on arrive sur un moment vraiment fascinant de collaboration entre le monde traditionnel, linéaire et les experts digitaux et programmatiques. Et du coup, cette expertise-là, vous l'amenez dans la construction du plan média. Je veux dire, c'est pas simplement le plan média qui a été fait. On vous dit, OK, il faut acheter tant avec tel objectif, etc. sur tel support. Vous participez à la réflexion du plan média à sa base avec cette connaissance terrain qui vous permet de dire, ah bah tiens, il y a tel nouveau support qui est intéressant, etc. En fait, il faut savoir lier. Si tu veux que imagine, t'as une campagne de couverture sur une cible sociodémographique. T'as besoin de maîtriser deux choses. Où sont ces gens-là? Et à partir du moment où tu identifies les médias, c'est comment les rendre les plus efficaces possibles. Donc ouais, cette collaboration, elle est nécessaire. Et donc oui, nous on a une montée en compétence des équipes digitales sur leur compréhension de l'ensemble de l'écosystème. Et t'as cité Netflix, Disney+. Comment est-ce que tu vois ça? Parce que bien évidemment, déjà, il y a une espèce de transfert d'un point de vue socio-démographique des audiences d'un média vers un autre, et donc tu vas pas toucher les mêmes personnes sur de la TV linéaire que sur du Netflix. Donc ça paraît obligatoire et nécessaire que d'aller sur ces plateformes-là. Et en même temps, il y a eu un gros effet d'annonce et j'ai eu l'impression que derrière, il avait été un peu déceptif parce qu'en réalité, il y avait assez peu de reach, assez peu d'audience. Tout le monde voulait y aller, mais ça revenait cher et avec peu de capacité de développement. Comment est-ce que tu vois ça évoluer? Alors, déjà, moi, je suis ravi qu'il y ait un nouvel acteur. Franchement, le nombre d'annonceurs qui m'ont demandé depuis des années, je veux faire de la pub sur Netflix. J'imagine. Mais en pensant que c'est disponible, c'est voilà. Et évidemment que on en parle depuis des années, donc déjà une grande satisfaction que ça arrive. Ensuite, on est sur un pure player qui est très digital. En fait, qui se retrouvent en compétition avec des médias qui sont traditionnels et qui ont un fonctionnement bien particulier. Donc c'est normal que ça prenne un petit peu plus de temps aussi à ce qu'ils s'adaptent à un marché français en plus qui est très particulier. Donc aujourd'hui, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que quand on voit un acteur vraiment digital qui arrive pour compenser des audiences qui étaient sur d'autres médias, c'est de se dire qu'il y a une nécessité de ce média de s'adapter. Et quand on le regarde, ce sont surtout les équipes multiscreen en fait qui préemptent Netflix plus que les équipes 100% digitales. Après, oui, les prix, ils sont connus, ils sont élevés. Mais l'offre évolue, tu vois, là, ça fait quelques semaines ou non, ça va commencer dans quelques semaines, le début du ciblage sur Netflix. Donc, l'offre évolue. Mais évidemment, fallait être présent dès le départ. On l'a été chez OMD, comme beaucoup de grandes agences. Et l'offre va évoluer. Et puis, pour le moment, Netflix est seul. Ce qui va être très intéressant, c'est quand des concurrents type Disney+ vont arriver.
Bah ouais. Et puis pas que Disney+, parce que j'ai vu que il y avait Microsoft avec Xbox, enfin son abonnement là pour Xbox pour les jeux vidéo qui réfléchissait à un modèle semblable. Enfin, il y en a plein. Il y a plein d'acteurs. Est-ce que toi t'y crois d'un point de vue user à ce business model de je paye un ticket d'entrée pour avoir accès au service et puis après j'ai quand même de la publicité, parce que c'est quand même un changement de paradigme. Avant, soit tu payais et t'avais pas de pub, soit tu payais pas et t'avais de la pub. Là, c'est vraiment l'abonnement est en fait simplement un ticket d'entrée pour accéder au service. Et puis après, il est quand même monétisé et rentabilisé par la pub. C'est étonnant. Après, faut juste se mettre à la place des gens et le cumul d'abonnement qui est pas possible, enfin qui devient compliqué. Après, moi, je crois au bon sens des gens. En fait, je pense qu'il faut laisser le choix. Tu vois, c'est le grand débat de la gratuité d'Internet. Évidemment, c'est pas possible s'il n'y a pas quelque chose en compensation. Moi, l'offre de Netflix actuelle qui dit soit tu payes totalement et t'as pas de pub, soit tu payes un peu moins et t'as de la pub, ça te laisse le choix. Effectivement, si tu payes, si tu payes et t'as de la pub, non, ça me gêne. Mais ouais, je crois qu'il faut laisser la possibilité. C'est comme Cookie Consent, tu vois, c'est la même chose. Ou à Cookie Wall, tu vois, genre soit tu payes les articles, soit tu nous rémunères via la publicité. Après, je pense que ces plateformes vont avoir un grand challenge, c'est l'expérience utilisateur. Quand t'as connu Netflix depuis toujours et que d'un coup t'as pas que du pré-roll mais aussi du mid-roll au milieu d'un film, est-ce que les gens vont accepter ça facilement et être prêts à payer, je crois que c'est 2 € moins cher pour subir ça? Ouais, le mid-roll, c'est vraiment particulier parce que c'est quand même hyper impactant, enfin plus qu'un pré-roll. Et d'ailleurs, j'y pense là en discutant avec toi, mais en réalité sur Canal+, quand tu payes un abonnement Canal, tu sais, t'as accès à la partie VOD là, et ben t'as toujours du pré-roll alors que tu payes, tu vois. Donc en réalité, eux, ils le font déjà depuis des années. Mais alors moi, quand j'étais le jour du lancement de l'offre payante Netflix, enfin de l'offre moins chère Netflix, j'étais à 17h30 avec les 4 gars de notre marché pour être le premier pour voir l'expérience parce qu'on avait beaucoup de clients qui étaient présents. Moi, l'expérience, je l'associerais plus à une expérience de cinéma, quoi. Ouais. T'as une belle pub de parfum, même deux pubs avant le lancement de ton film, c'est pas trop dérangeant. Après, ça va être le cumul de mid-roll qui peut être un petit peu plus compliqué. Et puis quelque part, en plus, ça peut signer le retour d'œuvres, on va dire, publicitaires beaucoup plus créatives. Parce que là, on le voit bien, tu vois, quand t'achètes sur du digital, t'achètes de la viewability 2 secondes. Donc, en gros, t'as l'attention pendant les 5, ou même du skippable sur YouTube, t'as les 5 premières secondes d'attention. Donc, t'es obligé de montrer directement ta marque. Tu peux pas faire monter une tension, un suspense, etc. Tandis que le cinéma, ça doit être un des derniers bastions où t'as l'attention potentiellement d'utilisateur du début à la fin de la publicité. Et là, tu peux raconter une histoire, faire monter les émotions, etc. Et puis, quitte à ce qu'on voit la marque à la fin, tu vois. Ouais, malheureusement, c'est un secteur qui va très mal, mais oui, d'un point de vue publicitaire, moi, je vais souvent au cinéma, je retiens toutes les pubs. C'est clair. Non, clairement. Et je veux être là pour les pubs. Ouais, ça fait partie de l'expérience. Ouais. Clairement, je suis d'accord avec toi. Et comment est-ce que tu vois justement la publicité évoluer dans les années à venir? C'est quoi ta vision de l'avenir de la pub? Bon, alors déjà, c'est vrai qu'on parle de certaines choses depuis des années qui n'avancent pas, tu vois. Ce serait bien qu'il y ait la concrétisation des blockchains, la concrétisation du métaverse, tu vois. Donc, il y a déjà pas mal de choses. On vient de parler de cinéma. Moi, j'adore le cinéma. Et ce que j'adore, c'est voir la représentation de la publicité dans la science-fiction. Donc, je sais pas, pour te donner des exemples, dans le 5e élément, t'as les pubs McDo géantes, DOH, alors qu'il y a les voitures volantes et tout. T'as plein de choses comme ça. Dans Minority Report, par exemple, t'as des panneaux publicitaires, mais qui sont personnalisés. Donc, tu vois, déjà, Spielberg, des années 2000, la personnalisation dans le DOH, des trucs qui... Donc, ce qui est marrant, c'est que les possibilités de la publicité, on les connaît déjà. T'as des mecs comme Isaac Asimov, comme Philippe Cadic, qui ont déjà anticipé cette société du divertissement et un futur possible. Ce qui est marrant, c'est que ce qu'on peut imaginer du futur, c'est pas très original par rapport à ce qu'ils avaient déjà pensé. Mais moi, ce que j'adore avec ces auteurs de science-fiction, c'est qu'ils mettent l'intelligence artificielle et le robot au cœur de leur réflexion. Et je pense que ça va être la prochaine révolution qui va arriver, l'intelligence artificielle. On ne parle que de ChatGPT en ce moment. Vous l'utilisez ? Alors moi, je me suis amusé. Est-ce que tu fais des créas avec ChatGPT ? Alors, pour être totalement honnête, j'ai reçu un brief d'un nouvel annonceur
et je l'ai utilisé comme assistant. Ça n'a pas changé la qualité de mon travail. Mais ouais, c'était assez intéressant. Je sais pas si ça m'a fait gagner du temps. Tu lui as posé quoi comme question? Alors déjà, pour rigoler, je lui ai posé des questions hyper précises sur le programmatique, etc. Et c'était plutôt cohérent, tu vois. Ouais. Et je sais que si quelqu'un n'y connaît rien, il aurait mis beaucoup plus de temps sur une Clairement. recherche Google traditionnelle. T'as fait l'exercice aussi Ouais, j'ai Ouais. déjà testé sur des trucs aussi et j'ai été bluffé. Et c'est vrai que moi, j'ai parfois mis beaucoup plus de temps pour essayer de comprendre des concepts qu'il a réussi à m'exposer en 5 key points. Et t'es là et tu dis, ah ouais. Voilà, et c'est que le début, donc ça va être incroyable sur notre manière de travailler. J'ai un ami qui est spécialisé là-dedans qui me dit par exemple que une capacité à compléter des PPT juste en chattant avec l'outil, tu vois. Bon voilà, il y a plein de choses qui vont arriver qui sont fascinantes. Et oui, donc l'intelligence artificielle, évidemment, ça va nous accompagner. Dans le search, il y a de plus en plus d'initiatives, donc il y a beaucoup d'effets d'annonce pour le moment, mais évidemment que ça va avoir un impact. D'ailleurs, c'est devenu la priorité pour des Google, pour des Microsoft, mais également pour des Facebook et des Amazon. Sur l'impact sur la publicité, concrètement, moi je la vois au niveau et beaucoup de gens le disent, de Internet ou du mobile en fait. Ça va tellement impacter notre manière de vivre, ça va aussi impacter la vie d'un trader ou même notre capacité à personnaliser et à rendre créatif énormément de choses. Et puis la consommation des médias, parce qu'en réalité, si t'as juste à lui poser une question, que lui il s'occupe d'aller checker tous les médias et puis de te faire le résumé, est-ce que tu vas encore aller visiter les sites web que t'as l'habitude d'aller voir, etc. Tu vois, la consommation de l'information devient complètement différente aussi de la part des users. Ouais, et quand tu vois que certains grands médias prédisent la disparition de la presse papier dans finalement pas si longtemps que ça, dans une vingtaine, trentaine d'années, ça va un peu dans ce nouveau monde. Donc c'est vraiment la rencontre de la technologie et des médias qui vont totalement évoluer. Mais pour revenir sur ce côté science-fiction qui me parle beaucoup, pourquoi un Philippe K. Dick est intéressant ou un Asimov est intéressant, c'est que déjà dans les années 60, ils te disent oui, on peut vivre avec ces algorithmes, avec ces robots, mais il faut les contrôler. Et ça, je le retrouve totalement dans mes métiers au quotidien, en fait. Quand on dit oui, mais le programmatique, maintenant, c'est totalement automatisé, mais on n'a jamais eu autant besoin de l'humain. Ouais. J'ai jamais autant déployé autant d'intelligence depuis qu'il y a des algorithmes. Parce que l'algorithme, tu le laisses, tu lui mets un KPI, va me chercher quoi que ce soit pas cher, mais ça peut être absolument désastreux sur ce qu'il achète. Et c'est des tendances qu'on peut avoir malheureusement chez certains grands acteurs de notre écosystème. De dire, ne réfléchissez plus, faites confiance à nos algorithmes. Ouais. Nous, notre valeur en tant qu'agence média, c'est de dire, non seulement on va t'apporter la performance, mais on va t'apporter toute l'intelligence humaine pour t'expliquer ce que tu as acheté et pourquoi tu l'as acheté. Voilà. Mais d'ailleurs, c'était les algos de Meta. Ils avaient fait des études, tu vois, comparatives entre le fait de manager eux-mêmes la campagne ou laisser. C'est comment? C'est Accenture Plus. Je sais plus. L'IA de Meta qui auto-optimise tes campagnes et qui apparemment était plus performante. Bon, dans ce contexte, mais c'est facile parce qu'ils contrôlent tout. Donc. Oui, non, bien sûr. Mais c'est comme, en fait, c'est comme Perfmax, tu vois, ou certaines choses. Il y a beaucoup de discours de mettez toutes vos créas quelle que soit la durée et nous on optimise. Mais moi j'ai pas besoin de savoir qu'une créa de 6 secondes en fait elle va être plus efficace en complétion qu'une créa de 15 secondes. Mais c'est ce que je veux dire. Donc on en revient à cette idée de pragmatisme. Et d'ailleurs sur la programmatique, c'est pas automatique. Tu vois, moi côté régie pub, au début j'avais un peu ce discours là et donc je me suis dit je vais brancher mon inventaire sur un SSP, paf, ça va acheter tout seul. Ouais, et rien n'est plus faux. Ouais, non, mais c'est très compliqué. Non, mais il y a énormément dans le métier du trader, il y a énormément de troubleshooting. L'alerte du trader, ça peut être ça performe mal, mais ça peut être aussi ça performe bien. Tu vois, ouais. Un trader qui achète de la vidéo à 3,50 €, il va se dire oh là là, soit c'est très très bon, soit il y a vérifie, il y a Anguille sur roche, exactement. Et tu vérifies la qualité derrière. Et c'est bien, il fait pas ça. C'est bien d'aller vérifier la qualité parce que t'en as qui vont peut-être pas aller vérifier la qualité. Je dis ça parce que j'ai eu le cas, quelqu'un qui me l'a raconté et qui me disait putain, j'achète de la vidéo à 3,50 € du CPM avec 7% de CTR. Ouais, et sur mobile. Oui, évidemment. Oui, non, mais on le connaît. Non, mais tu vois, et ça, l'algorithme le connaît pas spécialement. Ouais, non, c'est clair. Et oui, le cas du clic, il est hyper marquant, tu vois. Ouais. Le taux de clic à 10%, c'est hilarant, quoi. Et du coup, toi, si demain tu montais une startup avec toutes les connaissances que t'as, grâce à
au fait que tu diriges la partie média trading, donc tu as quand même l'habitude d'acheter sur plein de supports différents, etc. T'aurais 1 million d'euros de budget marketing. Qu'est-ce que tu ferais? Ça serait quoi ton plan média idéal? À quoi tu ferais attention? Même si je sais que ça dépend si tu veux faire de la perf, de la warning, etc. De la awareness, pardon. J'ai écouté, je sais, tout le monde répond la même chose. C'est quoi le brief? On est tellement dans nos métiers, évidemment, qu'on veut développer des trucs pertinents. Déjà, j'ai envie de te dire, pourquoi 1 million? Tu vois? Pourquoi pas 2 millions? Ah ben, allez, je t'en donne 2. Tu as 2 millions, parfait. C'est bien, c'est Noël. Non, mais du coup, j'ai pas envie de te répondre si j'avais une start-up, parce que déjà ce serait te révéler tous mes secrets et j'ai envie de les garder. Mais plus sérieusement, si je pouvais vraiment disposer d'un budget, je ferais un truc de fou, quoi. Genre Téléchargement dans la puce Neuralink. Ouais, non, mais tu vois, j'irais chercher un truc qui n'a jamais été fait, un truc impossible. Je sais pas, j'irais voir impo.gouv, tu vois. Et j'irais puber impo.gouv. Tu vois, voilà, si on fait le jeu du qu'est-ce que je ferais, parce que pour le reste, on le fait déjà, on le fait au fur et à mesure. Moi, la campagne idéale avec un gros budget, c'est de tout centraliser au sein d'un DSP. Voilà, la campagne omnicanal dont tout le monde parle, et qui me permettrait de mettre tous les leviers, toutes les sources de data, tous les outils de mesure, et après on s'amuse pour analyser tout ça, quoi. Voilà. Mais pour le reste, un gros buzz. Voilà, ou sinon un gros buzz intelligent, évidemment. Mais pour le reste, en fait, je le fais déjà. On fait déjà tout ce qu'on a envie de faire. Donc, on a la chance d'avoir des clients qui ont des problématiques différentes, et ce qu'on nous propose est pertinent pour certains. Donc, pas de frustration. Du coup, puisque tu le fais déjà, si je suis annonceur, que j'ai envie de bosser avec vous, comment est-ce que je travaille avec toi? Comment tu travailles avec moi? Tu veux dire en termes tu veux dire la relation qu'il peut y avoir entre une agence ou un client, ou appelez-moi, nous sommes OMD, on va vous accompagner. Il suffit de me contacter et on saura vous accompagner dans vos campagnes. Je mettrai les liens de toute façon de ton profil LinkedIn et puis du site d'OMD. Et n'hésitez pas. T'aurais un prochain invité à me recommander? Un prochain invité. J'ai pas d'idée de personne précise. Mais t'as un sujet. Ouais. Tu sais, quand je t'ai parlé des hyper intéressant de voir l'évolution des médias traditionnels et comment ils ont vu le digital arriver. Je sais pas si t'as eu des chefs d'équipe multiscreen dans ton podcast, ou des personnes qui gèrent la radio. Tu vois, leur demander comment le digital, alors qu'ils gèrent un média traditionnel, a fait évoluer leur métier, comment ils ont dû se réinventer. Moi, je trouve ça fascinant, quoi. Ouais. Parce que ils ont une maîtrise de leur sujet qui est dingue. Moi, j'en apprends tous les jours avec eux, et ils me challengent énormément. Donc, moi, je ferais ça. Parfait, ça a l'air génial. Bah écoute, je vais me mettre en ordre de bataille pour réaliser ce beau projet. Trop bien. Je te remercie pour ton temps et pour cette discussion passionnante. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci encore. Bye.